tout le monde. Bonjour Henri. Bonjour. Vous me voyez Bonjour. navré, je suis bien malade. Ah Ah. zut. C'est le ski, ça. C'est le ski, exactement. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû rester habillé sur mes skis. Euh, Vous passez du moins de coup, temps à faire des jolis dessins. peut-être aussi. Tu sais qu'aujourd'hui, je ne passe pas beaucoup de temps à faire des dessins. Il y a des gens qui font ça très bien. Euh, je suis en audition, hein, c'est ça, c'est beau quand même comme terme. Hein. J'espère que j'ai rien fait de mal. Tu es en quoi, t'as dit? En En audition. audition, En le titre audition, de ouais, c'est le ça. titre Bon, ça, C'est d'une ça, c'est audition. ça, l'audition. Ouais. c'est un mot un peu orientation criminelle, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Commissariat, tout ça. Ouais, je suis en audition. J'espère que je me suis bien comporté jusqu'à Et présent. c'est Alain, le commissaire. Ouais, On commissaire va Monteux. peut-être y aller. Ouais, volontiers. Nicolas, Ouais, c'est juste parti. sûr que tu as enregistré, que tu as mis tes outils différents et variés en route. Nous avons, bon, Parce que on généralement, au bout rappelle, d'une demi-heure, il s'en souvient. c'est Tiens, il ça, fallait que je mette l'enregistrement. c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. Et tu as raison, tu commences à bien me connaître. Non, alors donc du coup, non. Donc voilà, vous êtes enregistré. Et d'autre part, nous avons un logiciel de transcription IA. Donc, vous voyez là, bonjour, je suis l'IA pour la FESP. Eh bien, Alain, à super. toi. Allons-y. Ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Comme disait Ton tout à l'heure, on continue le cycle des auditions de la commission innovation et Silver Économie de la FESP, qui font suite à nos assises de Marseille en juin dernier. Et on s'était dit, Vai falar sozinho enquanto a gente tá indo embora. Alors, on va c'est désactiver tous beaucoup. les sons. Vas-y. Attends, Alain, ouvre le tien. D'accord, donc Merci. auditions qui font suite aux réflexions et aux questions qui avaient surgi lors de ces assises sur l'impact de l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est d'interviewer des experts de l'IA, on va dire ça comme ça, dans l'idée de faire un livre-banc pour faire le tri entre les bonnes idées, les vraies opportunités, les fantasmes techno. Parce que oui, on est tous attirés, oui, on y touche tous un peu, mais oui, ça nous fait tous aussi un peu flipper. Donc on a, avec Nicolas et avec Catherine, travaillé sur 11 questions sur lesquelles on va tous passer en revue, dans le désordre ou dans l'ordre, ça dépend des intervenants. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance de recevoir Henri Boucher. Donc Henri Boucher, moi j'ai demandé, comme je fais toujours, à mon IA préféré de me dire qui était Henri Boucher. Ou Donc, mince. pardon? J'ai Et peur, après, vas-y. je J'ai te peur, laisserai vas-y. le présenter. Ok. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Henri Boucher, c'est le type qui fait parler les algorithmes au service des humains. Moi, je trouve ça sympa. Expert de l'IA dans les services à la personne, il ne vend pas du rêve technologique, il le branche sur le réel. Son dada, transformer la complexité numérique en solutions concrètes pour les pros du terrain et les personnes fragiles. Avec lui, l'IA ne remplace personne, elle soutient, elle anticipe, elle fluidifie, bref, elle bosse. C'est pas mal, non? C'est génial. Donc voilà Il ton est sympa. image sur le web. Bah, c'est cool. C'est un bon Eh point de ben, départ. donc, je vais te laisser te présenter pour de vrai quand même. Ok, c'est gentil. Euh, donc, ne sachant pas un petit peu quelles sont toutes les questions, je vais faire une présentation très rapide. Donc, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, je suis Henri Boucher, directeur général délégué du groupe Xelia, groupe qui vient de fêter ses 20 ans, comme vous avez peut-être pu le voir. Et on est maintenant 240 collaborateurs. On est présent dans 3 secteurs d'activité. Un gros secteur d'activité qui vous concerne ici aujourd'hui, qui est le monde du service à la personne et du médico-social. Mais on est également présent dans 2 autres secteurs d'activité, que sont les cabinets d'avocats et les experts comptables. Voilà, donc une approche un peu large. Voilà, je vais m'arrêter là pour me présenter et pouvoir écouter vos questions.
Eh ben, les questions sont celles qu'on t'a envoyées, mais tu n'as pas dû les voir, mais c'est pas Non, grave. j'ai pas vu, désolé. Non, si on m'a Euh, envoyé une liste, donc, j'avoue que je ne l'ai pas vue. on va couvrir des questions sur l'impact social, l'impact économique, les enjeux éthiques, la vision et futur, euh, et de façon assez ouverte, hein, si quelqu'un a une question, on prend les questions à la fin, au début, et on essaye de gérer le temps. Ben, je commencerai donc sur l'impact social, avec une première question assez simple, comme toutes les questions d'ailleurs. Comment tu perçois l'intégration de l'IA dans les métiers du service à la personne, et notamment quels en seraient les bénéfices sociaux les plus marquants auxquels tu pourrais penser? Euh, Moi, ce que je dis souvent et qui, a priori, s'est retrouvé dans la petite introduction que tu as faite, c'est que ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à faire en sorte que l'IA ne remplace pas l'humain, mais soit plutôt là pour redonner du temps à l'humain pour faire de l'humain. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et même auquel je crois. euh, Parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que, et en particulier dans le secteur médico-social, quand on pose la question sur qu'est-ce qui vous manque, bon, bien souvent la première réponse c'est des employés. Mais si on demande aux employés qu'est-ce qui vous manque, la réponse c'est quand même bien souvent du temps. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire correctement mon travail, je n'ai pas le temps de pouvoir euh, créer ce lien social avec la personne que je prends en charge. Je manque vraiment de temps. Donc, je pense que l'IA doit nous permettre de gagner du temps et ce temps doit être rendu au bénéfice des personnes qu'on prend en charge pour mieux les accompagner. Et si on fait ça, ben, ça va forcément avoir un impact social. Je pense également euh, à une notion de prévention. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur est encore trop souvent en réaction à un phénomène, une perte d'autonomie, quelque chose qui vient de se passer et on réagit, une sortie d'hôpital, quelque chose, on réagit. Mais il y a encore assez peu de prévention. Et donc, ce que je pense que l'IA peut apporter, c'est analyser les signaux faibles de tout ce qui se passe dans la vie d'une personne et en analysant l'ensemble de ces informations, une masse de données qui peut être significative, détecter de la perte d'autonomie et de manière proactive proposer à l'utilisateur, la responsable de secteur, voilà, proactivement de dire ah, attention, chez Madame Martin, je sens que là, il y a quelque chose qui va moins bien. Est-ce qu'il ne serait pas temps de repasser la voir, de peut-être refaire une évaluation, de peut-être voilà, refaire le point avec le cercle de soins, etc. etc. Voilà, donc je m'attends à ce que l'approche préventive peut être très utile et aurait, à mon avis, un bénéfice sociétal très fort parce que plus on arrive à repousser le, la date de départ en établissement, si je dois le formuler comme ça, le mieux c'est globalement pour la société. Oui, donc je comprends. Donc, toi, tu nous dis, le temps qu'on va gagner avec l'IA, on va pouvoir mieux s'occuper des bénéficiaires et faire plus de liens sociaux. Exactement, D'accord. tout à fait ça. Et donc, ça va pas nous permettre, si je comprends ce que tu dis, et si je vais un peu plus loin, de s'occuper de plus de personnes. C'est forcément un phénomène induit, mais je pense que c'est pas forcément très sain de le prendre que dans cet angle-là. Je suis d'accord, mais je l'entends beaucoup. C'est pour ça que je suis peut-être un Oui, peu ouais, mais provocatif par rapport à ce que tu dis. ouais, et moi j'assume ma position qui consiste à dire que si on ne fait que ça, euh, je pense pas qu'on va améliorer vraiment l'impact social. Comme ta question était quand même quels vont être les bénéfices sociaux les plus marquants, ce que la façon dont tu me proposes l'avenir ne va pas être un bénéfice, ça va être plutôt un inconvénient. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, mais Voilà. je Donc moi, provoquais un petit peu exprès. ouais, j'assume bien que euh,
on doit pouvoir, on doit pouvoir faire vraiment mieux avec des outils. Et c'est pas forcément en allant de prime abord chercher plus de clients, c'est surtout en ayant du temps pour mieux s'en occuper. Et moi, ce à quoi je crois, c'est que en fait, si on s'occupe mieux des gens, ils vont être réellement des promoteurs, et donc on va avoir naturellement plus de clients qui vont venir, puisque tu vois, on ne sera pas allé les chercher en y passant beaucoup de temps, en s'en occupant mal et en perdant un sur deux, mais on sera plutôt dans le fait de bien s'occuper de ce qu'on a. Puis après, du coup, il y a une bonne bouche à oreille. Du coup, on récupère des clients de manière moins coûteuse, puisqu'en fait, ils arrivent naturellement à nous et on a plus de temps pour s'en occuper. Et ça, je pense que c'est un cycle vertueux. C'est typiquement, comme certains d'entre vous le savent, ce qu'on a essayé de mettre en place dans notre modèle d'organisation chez Xelia. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut créer un circuit vertueux. D'accord. Parce que il y a aussi l'élément qui nous avait été remonté là-dessus, c'est que plus on s'occupe bien des gens, quelque part, moins on a besoin de s'en occuper. Oui, oui, c'est ça, ça vient du côté préventif. Donc, mon deuxième point, c'est que plus tu mets en place des systèmes qui te permettent de détecter grâce à l'IA les moments où tu as besoin, ça t'évite d'être tout le temps un petit peu là, mais donc pas suffisamment pour le faire correctement quand on a vraiment besoin, mais d'avoir un moment où bah, tu peux agir de manière plus profonde en disant maintenant, mais ce jour-là, je vais y aller 2 heures parce que là, il se passe vraiment un truc et je peux agir de manière beaucoup plus profonde et donc passer plus de temps, mais au bon moment. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment ce qu'on a vu quand on a fait intervenir des personnes qui travaillaient dans des sociétés de propreté pour les entreprises, où déjà ils analysent le trafic des salles de réunion, je sais pas, la remplitude je sais pas comment on dit, si les poubelles sont plus ou moins vides, et qu'on construit des modèles effectivement par rapport à ça. Il y a des endroits où ils se déplacent beaucoup moins que d'autres parce ils ont analysé tout ça effectivement. Exactement. Ben là, il y a forcément de ça, si tu veux, quand tu as une personne âgée qui a potentiellement une somme de signaux, que ça soit alimenté par l'analyse des transmissions ciblées, que ça soit alimenté par l'intégration des commentaires du téléassisteur, que ça soit alimenté par éventuellement des capteurs qui sont présents à domicile, tout ça, c'est une somme d'informations. Mais s'il n'y a pas une IA pour analyser, pour observer des changements de comportement, parce qu'en fait, c'est pas l'information pour l'information qui est importante, c'est l'évolution d'un pattern, d'un comportement qui vont induire une information. Et ça, le cerveau humain, il ne peut pas avoir passé son temps à analyser toutes les datas, c'est pas possible. Donc c'est ça où l'IA va être forcément très bénéfique. D'accord. Donc, oui, ma deuxième question était plus sur est-ce que l'IA va renforcer le lien humain ou pas dans les métiers du service à la personne. Je comprends par ta réponse que toi, c'est oui, ça va Oui, détacher du oui, temps oui, humain pour ce faire. Ce oui. que je comprends pas bien, par contre, c'est comment on va pouvoir, à travers ça, répondre aux besoins croissants de cette population de seniors, de personnes âgées qui va être de plus en plus vieillissante ou en situation de dépendance. Bah, pour reprendre sur un exemple d'augmenter le lien humain, j'ai un POC sur lequel je suis en train de travailler qui est amusant, mais j'imagine que vous garderez tout ça pour moi et peut-être pour vous et vous ne le mettrez peut-être pas dans le livre blanc, mais un cas pratique, c'est c'est euh, c'est un petit outil là qui se positionne dans le cahier de liaison de Isabelle, l'intervenante, où en fait, comme là, nous, on a lancé Ximi Family qui permet aux familles justement de participer au cahier de liaison, on est en train de faire un petit POC où on est dans un mode où la famille va raconter quelques éléments marquants de la vie de Madame Martin. Par exemple, qu'elle a été de telle date à telle date, elle était là, ou elle a même été, j'en sais rien, adjointe au maire à Saint-Étienne entre 70 et 88. Voilà, des petites choses comme ça. Bah, Isabelle, quand elle arrive, bon, à part parler de la pluie et du beau temps, elle n'a pas toujours énormément de choses et de choses en commun à raconter à Madame Martin. Or, l'IA pourrait très bien suggérer, sur la base de la vie qui aura été racontée par la famille, suggérer des sujets de conversation
qui pourront être proposées à Isabelle quand elle va arriver pour rompre la glace ou discuter ou avoir un sujet de conversation. Là, l'IA peut être extrêmement pertinent pour faire ça. Voilà. Ça, c'est un exemple de choses pour améliorer et renforcer le lien humain. Voilà, c'est des petites initiatives comme ça qui peuvent faire tout à fait sens. Alors maintenant, pour répondre à ta question, comment on va faire par rapport à ces besoins croissants? Bah, pour moi, le point reste toujours le même. Bien sûr, on va améliorer la productivité du métier. Donc, il est fort à parier qu'on va pouvoir euh, avoir un même nombre de personnes, si tu veux, qui vont être affectées à plus de bénéficiaires. Mais tu vois, les cas que j'ai donnés, ce sont des cas qui sont très terrain. Si on remonte d'un cran et qu'on est dans la structure, moi je considère et je l'observe aujourd'hui, c'est que malgré tous les outils qui sont encore mis à la disposition aujourd'hui de nos clients, il y a de la perte évidente en temps de trajet, en temps de déplacement, en temps d'intervacation, avec des plannings qui sont encore extrêmement loin d'être optimisés. Bah, ce temps-là, il n'est pas devant un bénéficiaire. Le temps perdu dans les transports, il n'est pas au bénéfice de quelqu'un. Voilà. Si tu arrives à optimiser encore ces plannings, bah, probablement que ce temps récupéré va être au service de bénéficiaires. Donc, avec le même nombre de personnel, tu arrives à desservir plus de personnes. Mais surtout, tu vas réduire la lourdeur du métier en évitant des déplacements trop longs, des problèmes de grève, des ceci, des cela. Donc, on a encore beaucoup à faire. Et tu mets encore un troisième levier sur lequel j'ai déjà pris la parole, qui est la réduction de l'impact carbone du secteur. Sur ce secteur d'activité, l'impact carbone majeur, ça reste les temps de déplacement. Donc, si on arrive, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais nous, sur quoi on est en train de travailler dans nos moteurs d'IA sur le planning, on a fait quand même des calculs qui disent que si on arrive à faire économiser 2 km par jour à tous les intervenants, à la fin de l'année, ça fait 70 000 tonnes de CO2 d'économiser. 70 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'une ville de 15 000 habitants. C'est la consommation annuelle d'une ville de 15 000 habitants. C'est quand même colossal. Donc là, on voit qu'on peut avoir des vrais effets de levier. Quand on regarde des effets de masse, on peut avoir quand même des vrais effets de levier. Donc moi, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas antinomique. Tu peux avoir une IA qui donne plus de temps à l'humain pour faire de l'humain et une IA qui va aller trouver encore des leviers, tu vois, d'efficacité à certains endroits pour redonner plus de temps et éviter du temps perdu à saisir des données qui ne sont pas forcément utiles et qu'il faut ressaisir de manière difficile, en ayant des plannings qui ne sont pas optimales, tu vois. Moi, j'observe, et on en a déjà longuement parlé tous les deux, que la qualité vient en général de la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et il y a énormément de temps qui est perdu aujourd'hui parce qu'on n'a pas la bonne info. Donc, si tu aides à la diffusion de la bonne info au bon moment, bah, tu redonnes du temps aux gens. Et donc, tu peux t'occuper de plus de personnes. C'est très, très clair. C'est très, très clair. Et si je me place du côté du bénéficiaire, est-ce que tu crois que ça lui permettra d'avoir un service qui sera plus accessible financièrement, tout en gardant la rentabilité pour les professionnels, bien évidemment? Je pense que le fond de ma pensée aujourd'hui, c'est que l'argent public est encore mal utilisé sur ce sujet. Mhm. Et que y a des débordements, il y a des dérives. Et donc aujourd'hui, il y a de l'argent qui est attribué par l'État pour faire des choses, mais qui n'est pas utilisé pour ce que ça devrait. D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, Eh ta ben, réponse à la question, c'est l'État doit ou les collectivités doivent mieux gérer leur budget, ce qui permettra de faire mieux. ouais. Donc je dis qu'on doit continuer, à avancer sur un euro est un euro et que quand on a un conseil départemental qui attribue un euro pour faire de l'aide à domicile, cet euro doit être utilisé pour faire de l'aide à domicile et pas autre chose. Et donc, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et ça va permettre à ce que des gens qui jouent le jeu soient mieux payés. Parce que je vois plein de mes clients qui jouent le jeu, qui galèrent, mais comme
l'État a toujours tendance un peu à linéariser les comportements, font pâtir au mieux-disant les comportements qui ne sont pas forcément adaptés d'autres. Donc ça, je pense que si on pouvait continuer, ça aurait un effet extrêmement bénéfique. Pour te dire, pour te donner un ordre de grandeur, quand avec Domifone, on a introduit le contrôle d'effectivité dans le département des Bouches-du-Rhône, le directeur de l'autonomie m'avait dit que, en gros, avec la rationalisation du taux de correction, il arrivait à augmenter de plus de 20% les plans d'aide des personnes actuellement prises en charge. C'est énorme, 20%. C'est colossal. D'accord. Et sur je repose la même question. Quand tu parlais d'optimiser les temps de transport, les plannings, tu as des idées du nombre d'heures que ça libère? Parce qu'en tonnes de CO2, j'ai compris, mais ça me parle moins que des heures. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment d'études suffisamment pointues là-dessus, donc je préfère ne pas répondre que de répondre à côté. On sent qu'il y a des potentiels assez énormes à libérer, mais les études qu'on a menées aujourd'hui ne donnent pas de résultats suffisants. Enfin, j'ai trop d'informations contradictoires pour pouvoir trancher à ce stade, donc je reviendrai à l'épisode, à l'audition suivante avec des chiffres un peu plus précis là-dessus. Mais pour revenir sur ton point sur est-ce que ça sera mieux pour les bénéficiaires, je voulais juste entamer le propos avec cette vision un peu globale par rapport à la dépense publique, parce que je pense que c'est aussi comme ça parce que globalement, le secteur s'est un petit peu battu pour être valorisé, mais il pourrait l'être encore plus. Voilà. Il suffirait que les comportements soient respectés un petit peu partout. Ça, c'était ma première remarque. Après, moi, ma théorie, si tu veux, c'est que de facto, je pense que les gens qui sont à domicile n'ont pas conscience de ce que ça leur coûterait s'ils allaient en établissement. Donc tout est un peu relatif. Mais je pense que si les aidants, et je pense qu'on arrive dans des générations où les aidants d'aujourd'hui ont quand même beaucoup plus conscience de ce que ça coûtera si jamais ma mère part en établissement. Et donc, prolonger sa prise en charge à domicile le plus longtemps possible, non seulement c'est ce qu'elle souhaite, mais en plus c'est économiquement beaucoup plus intéressant et accessible financièrement que si elle devait partir en établissement. Alors, tout est toujours un peu à relativiser. Voilà. Si le step d'après est moins intéressant, tu aurais intérêt à faire en sorte que ta vie se passe bien en étant à domicile. Non, mais c'est clair, c'est une évidence, mais elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, considérant que dans certains cas, pour faire de la prévention, il faut payer un peu plus maintenant pour faire des économies demain. Donc, c'est un discours qui financièrement n'est pas toujours facile. Exactement. Mais je pense qu'il faut continuer à le dire pour faire de l'éducation auprès des gens qui, même aujourd'hui, arrivent, je ne sais pas, à 70 ans, ne sont pas encore dans les problèmes d'autonomie et de dépendance, mais ils n'ont pas conscience de comment ça peut être mis en œuvre. Quand le moment viendra, qu'est-ce que je fais pour pouvoir durer le plus longtemps possible à domicile? Quand on parle autour de soi, on se rend compte qu'il y a très, 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 très peu de gens formés à ce sujet. Ils savent répondre à la question. Comment je m'y prends? Qui je contacte? Je fais quoi? C'est clair. Très rare. Il y avait une question de Bruno qui disait sur ton optimisation de trajet, Ouais. si tu pensais que c'était la même chose dans un SAD urbain ou dans un SAD rural. Ouais. C'est pas la même chose parce que évidemment les impacts ne sont pas les mêmes. D'une manière générale, juste que je l'ai pas clarifié quand j'ai donné ma statistique tout à l'heure, les 2 kilomètres en question, c'est évidemment que pour ceux qui sont véhiculés, qui se déplacent en voiture, alors qu'évidemment dans un SAD urbain, on va avoir des effets bien sûr qui sont à une présence beaucoup
beaucoup plus forte des transports en commun. Donc les stats que je t'ai donnés, ce sont que sur des stats ruraux ou périurbains qui ont cet effet-là. Mais l'optimisation des trajets, on va devoir de toute façon la travailler, quel que soit le mode de transport. Tu es volontaire pour tester, merci beaucoup, ça j'en doute pas. Et après, les effets, Fossoyeur, oui, ça c'est sûr. Oui, mais il faut faire attention parce que si on se positionne côté du domicile, c'est des effets, c'est des vagues, c'est des moments, puis après les gens oublient. Puis après, il y a des gens très bons qui savent très bien faire les choses. La première des choses que tu commences à faire, c'est que tu changes de nom, comme ça on oublie. Voilà, et ben il faut continuer, quoi. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, parce que globalement, le domicile, ça aura besoin d'être continué à être fortement valorisé pour être attractif. Tu as parlé tout à l'heure de carnet de liaison Ouais. qui est facilité par l'IA. Un des premiers rôles qu'on attribue, qu'on entend souvent, c'est dans l'automatisation des tâches répétitives et administratives. Donc j'imagine que tu as aussi des idées sur ce point-là. Oui, encore une fois, il y a deux types de populations, hein. Il y a les gens qui sont globalement à l'administration du service et puis ceux qui sont sur le terrain. L'IA, elle a évidemment un rôle extrêmement efficace sur le personnel administratif. Nous, on a un des sujets, par exemple, qui est en lien avec ta question, qui est l'aide à la rédaction du PPA. Aujourd'hui, le PPA, c'est le projet personnalisé d'accompagnement, c'est une exigence. On a également le DIPC qui devient, c'est quoi, le document individuel de prise en charge, un truc comme ça, si j'arrive à faire correctement les lettres. Et donc, il y a de la surcharge un petit peu administrative qui se rajoute là, du fait du Ségur, du fait de toutes les contraintes, etc., etc. S'il n'y a pas un outil qui permet justement de faciliter cette mise en œuvre, ben, ça fait de la surcharge qui n'est pas optimisée. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus. On a subi le Ségur comme on pouvait. D'ailleurs, j'en profite pour ma petite audition devant la FESP, mais je suis très fier de vous annoncer que mardi, nous avons réussi à faire disparaître 46 exigences du DSR Vague 2, qui pour moi étaient complètement à côté de la plaque. Donc je suis très content de mon exercice de lobbying, puisque on a pu faire sortir tout ça et se concentrer sur des choses qui sont vraiment vos besoins. Et là, on voit bien que vos besoins, c'est plutôt de nous donner du temps pour avancer sur l'IA et de nous permettre d'aller plus vite, plutôt que de faire des choses un petit peu qui n'ont pas de sens ou pas utilisées par les structures. Parenthèse fermée. Donc, voilà, faciliter l'automatisation des tâches, oui. Donc, il y a l'aide à la rédaction, ça c'est un point très important. Quand j'ai évoqué la détection de la perte d'autonomie, c'est un sujet également, mais c'est plutôt du préventif. Et le troisième sujet qui va un peu en lien avec ton point, c'est ce que nous on fait au niveau de l'optimisation des plannings, parce que l'optimisation des plannings, c'est un des sujets qui arrive tout le temps dans la journée de quelqu'un. Isabelle est absente. Ah, encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, c'est toujours un petit Tetris, des problématiques, ça prend du temps, il faut prévenir, etc., etc. Donc, nous, dans ce qu'on a mis en œuvre, et Frédéric était là aussi, je crois, à ce moment-là, et ben on a des logiques d'optimisation de planning qui vont pouvoir faire des suggestions, qui vont pouvoir faire des réactions en chaîne, qui vont pouvoir se nourrir un petit peu de toutes les informations qui sont dans le système pour être le plus efficace possible pour l'utilisateur. Là, on a commencé à mesurer, Alain, on pense qu'on peut arriver à diviser le temps humain passé sur cette tâche administrative de gestion du planning par 4. Ah, c'est pas mal. Mais Ouais. pour aller jusqu'au bout de ta logique, donc l'IA va proposer les réajustements de planning. Oui, L'IA va appeler Isabelle pour lui dire, enfin Isabelle ou je ne sais pas qui, moi, ouais. Dorothée pour lui dire, ou Madame Martin peut lui dire, ça sera Dorothée qui viendra et ce ne sera pas à 16h, ça sera à 13h30. Puis il va directement mettre ça dans le planning je ne sais plus qui j'ai dit, de Dorothée. Et elle fait, tu vas jusque-là? Moi, j'ai pas dit que l'IA allait appeler, parce que ça, pour moi, c'est pas dans ma phrase qui dit redonner du temps à l'humain pour faire de l'humain. Appeler Madame Martin pour la prévenir, pour moi, ça, c'est faire de l'humain.
Donc, dans mon esprit, on a redonné du temps. Et si on a divisé le temps de planification de Sylvie au planning par 4, elle peut récupérer du temps pour avoir plus souvent au téléphone Madame Martin, savoir comment ça va, donner des informations, Là, etc., etc. c'est de la planification à la dernière minute, donc c'est aussi une tâche assez simple. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée ici. Oh, bah, détrompe-toi, parce que pour arriver à planifier à la dernière minute, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire. Non, non, faire ça, oui, mais prévenir Madame Martin de façon automatisée par un SMS ou une voix, c'est de ça dont je parlais, pardon. Ah oui, oui. Non, mais j'imagine que toi comme moi, tu dois avoir en tête que quand je vais l'appeler pour la prévenir, je vais capter plein d'infos humaines que je n'aurais pas captées si je l'avais pas appelé. Oui, je sais bien, je sais bien. Voilà. Donc c'est ça pour moi qui a le plus de valeur plutôt que juste informer. D'accord. C'est informer, on pourra le faire, mais je relate les discussions qu'on a déjà eues tous les deux où tu m'expliquais que quand Madame Martin appuie sur son bouton, elle fait croire que c'était une erreur, alors qu'en fait, elle avait surtout envie de parler. Bah ça, je pense que ça, c'est la vraie vie. Donc, du coup, je pense que quand on va appeler Madame Martin pour la prévenir que c'est finalement Dorothée qui viendra, elle va capter l'info, mais tu vas surtout pouvoir parler avec elle et savoir si ce matin ça va, si ce matin ça va moins bien, et avoir de l'info. Euh, J'en profite, puisque tu évoques ça. Est-ce que tu penses que demain, on pourra avoir des chatbots au domicile avec qui échanger également? Moi, je crois que ça ne tardera pas à venir. Euh, ce que j'ai plus de mal à voir, si tu veux, c'est comment on va avoir cette transition technologique. Euh, Là, aujourd'hui, moi, si je regarde mes parents qui approchent les 80, euh, ils ont déjà une appétence à l'IA qui est extrêmement forte, mais je crois que c'est quand même plutôt une exception. Donc, moi, j'ai déjà raconté plusieurs fois qu'aujourd'hui, j'ai une consommation de l'IA qui est assez particulière parce que j'utilise énormément mes temps de déplacement ou de balade en forêt avec mon chien pour parler à l'IA. Et ça a fait des progrès absolument considérables. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me sens plus du tout ridicule à parler à l'IA. Quelqu'un qui me croiserait dans la forêt pourrait vraiment croire que je parle à quelqu'un. Parce que c'est fluide. C'est totalement fluide. C'est un ping-pong. Alors, ça nécessite un effort intellectuel particulier qui m'a mis plus d'une semaine à venir, hein. Parce que quand on parle à un humain, on sait faire naturellement le fait que quand est en train de parler, on prépare déjà la question qu'on va lui poser. Mais quand on parle à une machine, on attend qu'il ait fini et puis on analyse ce qu'il vient de dire. Alors que voilà, ça nécessite un petit effort pour dire que en fait, on doit digérer ce qu'il nous dit et pendant qu'il nous dit, réfléchir à la question d'après pour vraiment créer cette fluidité conversationnelle. Voilà, bah ça, globalement, ça m'a mis un petit peu de temps, mais je ne suis pas certain si aujourd'hui je devais mettre, enfin, même j'ai déjà fait des essais aujourd'hui avec des enceintes connectées. Enfin, c'est impressionnant de voir la vitesse d'agacement pour une personne âgée devant une enceinte connectée, quoi. Si jamais elle n'a pas prononcé exactement le truc attendu, nous, ça nous énerve pas trop et on reformule autrement pour être compris. Mais la personne âgée, elle a plutôt envie de balancer ça d'un revers de main. Donc je pense que ça va nécessiter encore un petit peu de temps, mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'après, on arrivera à des logiques de robots humanoïdes présents à domicile? Moi, je pense qu'on va y arriver. Et qu'ils auront un flux conversationnel qui sera tout à fait valide. Mais encore une fois, dans mon esprit, ce robot humanoïde, il est d'abord là, non pas pour remplacer Isabelle, il est là pour aider Isabelle. Oui, mais ça peut être du complément, mais j'entends ton point de vue et il est cohérent. Euh, Peut-être, on a beaucoup de petites structures, on a des grandes, on a des petites, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur combien ça coûte. Il y a des freins économiques à l'adaptation de l'IA. Comment on peut ou quels sont les conseils que tu donnerais pour avancer ou pour démarrer à une structure de service à la personne? Moi, mon analyse là-dessus, c'est que oui, l'IA, ça coûte, c'est vrai,
mais il faut toujours faire le ratio entre le temps que ça me fait gagner et le coût globalement du temps homme chargé dans ma structure. Donc moi, quand je regarde chez Xelia, pour la mise en place de l'IA, il y avait un de mes premiers sujets qui était le temps passé à faire des comptes rendus. J'ai pris ce premier sujet. Et j'ai interrogé un petit peu les collaborateurs en essayant de comprendre globalement à combien de temps les gens passaient à faire proprement leur compte rendu, leur ordre du jour, le suivi des tâches, etc. Et parce que le point de départ, c'était d'observer que, par exemple, une licence Copilot, ça valait 30 € par mois. Je me suis dit, oulala, 30 € par mois, c'est extrêmement cher. 30 € par mois multiplié par les 70 personnes avec qui je voulais donner cette licence, c'est extrêmement cher. Puis après, quand j'ai fait le calcul et que je me suis rendu compte qu'en gros, en déployant ce truc à 30 € par mois, je leur permettais de diviser leur temps de rédaction de compte rendu par 4, et je me suis dit, mais en fait, c'est un non-sujet. En fait, c'est un non-sujet. Donc, évidemment que j'ai mis les licences et qu'aujourd'hui, j'ai des comptes rendus qui sont faits en temps et en heure, qui sont déployés dans l'heure qui suit la réunion. Les comptes rendus sont publiés par les personnes qui étaient en charge du compte rendu avec des actions, des plans d'action et des choses qui sont automatiquement rédigées par l'IA. Et même si ce n'est pas parfait à 100%, je peux te dire que ça les vaut largement par rapport à un compte-rendu qui arrive 2 semaines après, où en gros tout le monde a déjà changé d'avis entre le moment où le compte-rendu est publié et le moment où on doit agir. Donc pour moi, voilà. Si je l'applique maintenant à nous dans le secteur du domicile, ça c'était juste pour donner un cas pratique pour nous, mais si je regarde sur le secteur du domicile, nous de toute façon, ce qu'on est en train de faire, bien sûr que mettre de l'IA, ça va coûter de l'argent, mais nous, on a toujours déployé de la même manière. C'est-à-dire que quand on invente une fonctionnalité, on fait toujours en sorte que la part que Xelia va... Qui parle. Je ne sais pas si c'était une question pour moi. Non, je crois pas. c'est un micro qui est ouvert, ouais. Ok. J'essaie de le repérer. D'accord. Donc du coup, pour moi, il y a vraiment... notre objectif à nous, c'est que quand on dimensionne une fonctionnalité, on sait combien de temps on va faire gagner à la personne. On sait quel est le salaire horaire chargé de la personne à qui on fait se gagner du temps. Et on met en général un prix de notre fonctionnalité qui est un pouillème du temps qu'on fait gagner. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on apporte plus de gains qu'on ne prélève pour nous. Donc, ta recommandation, c'est plutôt de s'appuyer sur le travail que font des éditeurs comme toi, plutôt que de démarrer tout seul. Il peut y avoir des cas... d'une manière générale, on est en ce moment, ça je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais on est dans une bascule. L'année 2025, on le voit un peu partout dans tous les secteurs. On est vraiment dans une bascule parce que jusqu'à 2024, on a eu une explosion de l'IA, on va dire que j'appellerais volontairement assez générique. Donc le B2C, on en a énormément entendu parler. C'est plus du tout un sujet du monde professionnel. L'IA dont on a entendu parler, c'est dans le quotidien de chacun. C'est vraiment une vague, une déferlante, quoi, avec des moyens énormes. Voilà. Ce qui est en train de se passer là en 2025, et on avait démarré un petit peu avant, mais tout ça prend du temps, et c'est qu'on a globalement une déclinaison de ces IA génériques dans des IA métiers. Vous avez peut-être vu passer, mais on a fait une IA avec Lefebvre Dalloz pour les avocats. Elle s'appuie bien évidemment sur les technologies d'OpenAI qui sous-tendent ChatGPT. Les IA que nous, on est en train de préparer de notre niveau, elles s'appuient sur les technologies d'OpenAI de la même manière et un petit peu de Mistral. Voilà, c'est des composantes, mais en fait, on arrive à une phase où il y a des briques qui sont devenues extrêmement matures, qui sont disponibles pour nous, qu'on peut imbriquer chez nous. C'est ça qui est aussi un point important, chez nous, pas chez les Américains, chez nous. Donc nous, on déploie les modèles OpenAI et Mistral chez nous, dans nos infrastructures, et comme ça, on maîtrise complètement ce qui est fait de la donnée et comment est gérée cette donnée. Peut-être que tu vas me poser ça, j'ai les questions sous les yeux quand on arrivera sur les enjeux éthiques, mais globalement, voilà, ça pour moi c'est très très important, et c'est quand même ça qui est nouveau. Voilà. Donc là maintenant, est-ce que si j'étais à la tête d'une structure,
je ne me poserai pas déjà la question qu'est-ce que je peux faire avec l'IA dès aujourd'hui. J'ai commencé à jouer, moi, en toute transparence, hein, j'ai commencé aujourd'hui à jouer, j'ai sorti le PDF d'une évaluation des besoins qui sort de Ximi, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me rédiger un PPA qui serait découpé en objectifs, moyens, organisation, bom, 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 et il me l'a fait très, très bien. C'est-à-dire que globalement, si j'étais déjà aujourd'hui à la tête d'une structure, les PPA, je les rédigerais avec ChatGPT, tu vois. Ça, c'est à peu près certain. Oui, mais là, on est encore sur la partie, quelque part, oui, compte rendu et retranscription, des choses qui C'est font. là où l'IA C'est générative la grand base. public est quand même la meilleure aujourd'hui. Voilà, dès que tu veux descendre dans des IA qui vont être très algorithmiques et très pointues, etc., tu as besoin que les éditeurs soient à la page et te permettent de les implémenter au cœur de leur matière. Donc nous, on est en train de bosser là-dessus. Je vous avoue que franchement, si j'avais pas eu le Ségur dans la tête, j'aurais un an d'avance. Et là, on a profité de ce qui se passe entre les deux Ségurs pour essayer de mettre le paquet parce qu'on va avoir le Ségur V2 qui arrive. J'ai beau l'avoir adressé avec une machette et une tronçonneuse, il va quand même en rester un gros morceau. Ok, ben, puisque tu as les questions dans les yeux, switchons sur la partie éthique, et Ouais. notamment pour garantir une utilisation de l'IA qui respecte la dignité et la vie des personnes accompagnées. Comment on peut garantir cela, en tout cas y travailler? Nous, le point Enfin, qui le est faire vraiment surtout. important pour nous, c'est que ça nous tient à cœur. Nous, on est HDS, d'accord? On est hébergeur de données de santé. Et donc, pour nous, c'est vraiment important que tout ça, ça puisse tourner dans notre écosystème pour pouvoir garantir justement cette chaîne de protection. Et on n'a pas envie d'envoyer des données de nos clients, enfin de vos clients d'ailleurs, à des systèmes tiers. Donc ça, on veut vraiment pouvoir verrouiller ça. Après, ce que je trouve qui est compliqué, mais c'est valable partout, c'est sur cette logique de consentement. Voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup une approche où est-ce que je donne mon consentement, est-ce que je donne mon consentement. À un moment, c'est tellement complexe que c'est un petit peu dommage de se mettre tous ces freins juridiques un petit peu à la française pour s'empêcher d'avoir des vrais bénéfices. Maintenant, je trouve que c'est globalement plutôt sain, mais ça va nécessiter pour des gens comme vous beaucoup de pédagogie pour rassurer les bénéficiaires en leur disant voilà, vos données, on les fait travailler avec une IA pour pouvoir mieux vous prendre en charge. C'est très anxiogène en fait cette phrase. La réalité, c'est que en fait c'est une technicalité. Est-ce que c'est vraiment important? J'en sais rien. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui on fait un énorme focus là-dessus, alors que tu vois, il y a des trucs qui sont les mails des gens aujourd'hui font partie des endroits où lequel il y a le plus de données personnelles qui circulent et qui sont le moins protégés. Donc, pour moi, il y a un côté deux poids, deux mesures. Là, on fait un énorme focus sur l'IA parce que ça peut prendre des proportions énormes, c'est vrai. Mais en fait, les mails, c'est déjà du quotidien aujourd'hui. On y envoie toute notre vie privée là-dedans, alors que c'est absolument pas protégé. Et globalement, le pire du pire, c'est que là, j'ose même pas faire un sondage autour de la table. Et je suis presque persuadé que que le mot de passe de votre boîte mail est en commun avec un autre site web. Personne n'osera le dire. Mais statistiquement, vous êtes au moins 40% autour de la table à avoir partagé ce mot de passe de votre boîte mail avec un autre site web. Alors pour Voilà. ça, Et donc, pour pas faire ça, moi je conseille les outils de ouais, coffre-fort de mots de passe. et c'est un très bon conseil. C'est un très très bon conseil. Et d'ailleurs, parce que non seulement ces outils te permettent de gérer de manière très efficace tes mots de passe, mais en plus, ils te détectent quand ton mot de passe a lui-même été trouvé sur le dark web, a lui-même été utilisé par d'autres, etc. Donc, vraiment, c'est une très, très bonne chose. Mais ce que je veux juste dire en répondant comme ça, c'est qu'on fait un gros focus sur le consentement au moment de l'IA,
en ayant très très peur pour les données personnelles, alors qu'on laisse faire des choses complètement anormales sur lesquelles aujourd'hui des données personnelles se font vraiment pirater et font qu'aujourd'hui on est harcelé de spam, on est harcelé au téléphone, on est harcelé tout ça et globalement c'est pas à cause des IA en médico-social qu'on a ces problèmes aujourd'hui. C'est parce que nos boîtes mail et notre façon de consommer les sites web est beaucoup trop euh, ouverte, on va dire. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut relativiser le risque de l'IA versus d'autres systèmes, comme notre boîte mail, comme l'utilisation de nos moyens de paiement Ouais. ou autres. Mais que néanmoins, il faut faire attention et il faut mettre un minimum de sécurité. C'est quoi les risques principaux qu'on peut avoir et comment on les limite? Bah, moi, ce à quoi je crois, hein, c'est pour ça que j'ai dit, moi, le point le plus important, c'est de savoir où sont ces données. Ces données, elles doivent avoir une adresse. Voilà. Moi, je considère que ça, c'est important. Voilà. Donc globalement, c'est pour ça que nous, on a voulu que notre IA, elle tourne sur des infrastructures qu'on maîtrise. Donc, on n'est pas en train de consommer tel ou tel cloud sans savoir où c'est. On sait où ça se passe. On utilise des modèles qu'on a pris sur étagère. On n'a pas réinventé des modèles LLM à nous tout seuls. On n'a pas les moyens. Mais par contre, on vient consommer plusieurs puissances de LLM et on les combine pour faire notre IA. Mais au moins, notre IA, elle tourne chez nous. Voilà. Donc ça, c'est la garantie que les données, on n'en fait pas n'importe quoi. Elles sont protégées par nous. Elles sont protégées par notre ISO 27001, par notre HDS. C'est nous qui en assurons la protection. Et ça, c'est Maintenant, un conseil que tu donnes à tout le monde de ouais, télécharger en local et de travailler en local? bah, le plus possible en tout cas. Ou si ce n'est pas en local, c'est au moins dans son propre tenant Azure, D'accord. dans un écosystème garanti où on sait que les données qu'on injecte dedans ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles aux États-Unis, etc. Donc, on n'utilise peut-être pas la toute dernière version de ChatGPT, soit, mais au moins on a des modèles qui sont stabilisés, réputés et qu'on peut faire tourner chez nous. Je comprends. Est-ce que tu vois des garde-fous éthiques qui devraient être instaurés pour éviter des soucis de discrimination ou des biais dans les algorithmes utilisés? Euh, on peut se faire plaisir en disant oui, Mhm. mais la réalité, c'est que, en fait, on n'y peut pas grand-chose, quoi. Je vais le formuler autrement. Là, on s'interroge sur l'IA qui pourrait globalement ne pas se comporter éthiquement correctement. Mais quand j'ai fait la discussion avec le club utilisateur la dernière fois, et Frédéric était là justement, et qu'on se dit que, en fait, pour bien optimiser le planning, il faudrait pouvoir saisir dans les outils des trucs qui sont absolument pas éthiques. Ah oui. Voilà. Il faudrait pouvoir dire que, en fait, Madame Martin, elle est raciste, et donc elle veut pas une femme noire. Et que Monsieur Dupuis, en fait, il a des attouchements répétés, donc il faudrait mieux lui mettre un mec. Voilà, ça c'est la vraie vie, ça on le sait. On peut pas l'écrire parce que c'est pas éthique de l'écrire, parce que c'est pas conforme. Mais c'est la vraie vie. Voilà. Donc maintenant, est-ce que moi j'ai plus peur de dérives éthiques d'une IA ou est-ce qu'en fait j'ai surtout plus peur de comportements humains qui existent dans la vraie vie? Voilà, moi je relativise. J'aime bien la façon dont tu relativises d'ailleurs depuis le début ces soucis et tu les mets en perspective de la vraie vie. Euh, bon, on a fait un tour assez complet. Donc, on va mettre en place tes solutions, on va mettre en place nos solutions, on va essayer de faire ça en local dans un univers sécurisé, on va optimiser, tatati. Dans 10 ans, on devient quoi, nous, les métiers du service à la personne? Comment tu vois les choses? Ah ben, omniprésent. Vous êtes omniprésent puisqu'il y aura tellement de monde qu'il va falloir prendre en charge que non, il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez ultra présent
Mais le défi, on le connaît tous, hein, c'est comment vous pouvez rendre le métier attirant, en fait. Et je Et crois que l'IA peut aider. Parce que moi, je dis souvent, globalement, si les gens rentrent dans ce secteur en pensant que leur outil de travail, c'est uniquement une serpillière, c'est pas ultra vendeur. Mais si on arrive bien à faire comprendre que c'est un métier humain, basé sur l'humain, dans lequel les gens qui ont des vraies fibres sociales et humaines peuvent faire correctement leur travail sans être harassés par des contraintes administratives totalement inutiles, si on arrive collectivement à valoriser ce métier, il y aura du métier et de la place pour tout le monde et ça sera un des métiers les plus importants de demain. donc, dans 10 ans, toutes les tâches administratives, toutes les tâches roboratives sont faites par l'IA, voire même sur ton exemple de serpillière, ça sera peut-être passé par un robot, et on aura beaucoup plus de temps pour faire du lien social, du lien humain, et c'est ça qui rendra notre métier attractif et qui assurera notre développement. Exactement. Je suis pas sûr sur les robots que dans Moi, s'il 10 te ans on y plaît. soit. Et puis je suis pas certain que le petit robot aspirateur va pas avoir plus de danger à faire tomber Madame Martin qu'à réellement faire le ménage correctement, parce que je pense qu'elle le verra pas. Il est trop bas. Mais en tout cas, philosophiquement, c'est quand même bien, c'est quand même bien ça que je vois. Moi, globalement, je suis très optimiste sur ce secteur. Il faut juste, encore une fois, continuer à investir sur les optimisations pour pouvoir dégager les leviers économiques qui font on peut vivre de ce secteur correctement. Donc ça, j'ai conscience qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont quand même un petit peu dans le dur, quoi, on va le dire comme ça. Donc ça, moi, c'est une de mes motivations, c'est de redonner des leviers de productivité aux gens pour qu'ils puissent mieux gagner leur vie. Et ça, j'en suis convaincu qu'on va pouvoir en donner plus. Oui, mais tu l'as entendu, c'est une des premières choses que tu as dites. Donc, Ouais, exactement. ok. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance que vous voulez adresser direct à Henri? Il y en a eu dans le chat. Question non, observation oui. Henri nous dit qu'il va falloir tenir. Dans 10 ans, l'IA va être beaucoup plus présente. C'est en attendant les 10 ans et que soit vraiment plus présente, on va quand même continuer à galérer. On est Bah, demandeur, on est ouvert. ouais, nous, là, j'ai juste répondu sur la notion de 10 ans. Je ne faisais que répondre à la projection d'Alain. Nous, notre feuille de route sur l'IA, on a des sujets liés à l'IA qui doivent arriver dès cette année. Voilà. Donc, on est vraiment pour pouvoir sortir des choses dès cette année, et en particulier sur le modèle d'optimisation de planning. Et après, là, on est en train de mettre en place toute l'architecture, etc. Donc, on est sur des choses qui prennent du temps, mais après, les cas d'usage, ils s'accélèrent. La détection de la perte d'autonomie, l'aide à la rédaction de PPA, une fois que tout est mis en place, on va aller vite derrière pour pouvoir enchaîner. Ce que je n'ai pas dit aussi pour nos utilisateurs de Ximi, on est en train de travailler sur un assistant intelligent à l'intérieur de Ximi, qui est encore un quatrième volet sur lequel on travaille. Mais cet assistant intelligent, c'est vraiment pour que quand on est au quotidien personne administratif dans Ximi, on puisse avoir à ses côtés non pas un chat GPT qui est dans un onglet à part, mais vraiment avoir une IA, un assistant, vraiment, un assistant à côté de nous, à qui on peut parler, parce que moi j'aime parler aux IA, vous aurez compris. Donc je ferai en sorte qu'on puisse lui parler et qu'il nous réponde vocalement. Tu sais, je vais me Et remettre au jogging. voilà, exactement. Et donc dans un mode où, si tu veux, tu es dans ton Ximi et tu lui dis, tiens, est-ce que tu peux m'afficher la fiche de Madame Martin? La fiche de Madame Martin. Est-ce que tu peux me faire un résumé de ce qui s'est passé chez Madame Martin? Il analyse toutes les transmissions ciblées, toutes les demandes, tous les machins. Il te fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Si tu lui dis, est-ce que tu peux me créer Isabelle est absente la semaine prochaine, est-ce que tu peux me créer une absence? Il te crée une absence. Voilà. Et donc, être dans cette logique-là où, en fait, nous, ce qu'on est en train de travailler, c'est la difficulté, c'est l'interprétation du langage humain en instruction de l'ERP. Voilà, c'est ça le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, il faut trouver les bons LLM qui savent capter ça, créer des arbres de décision, etc., pour après pouvoir dire, bah, tiens, est-ce que tu peux m'afficher les tâches que j'ai à faire aujourd'hui?
Ben voilà, il a compris affiché, donc une vue, il a compris tâche, donc c'est la vue tâche, il a compris aujourd'hui, donc ça veut dire échéance égale 16 avril. Voilà, ça, il l'aura interprété et donc il me met la vue des tâches filtrée sur moi parce que j'ai dit je, etc., etc. Voilà. Tout ça, c'est là la difficulté aujourd'hui. Et on est énormément aidé parce que beaucoup de gens ont déjà commencé à réfléchir à ces sujets, donc on va de plus en plus vite parce que les LLM et les modèles ont été pensés pour faire ça. Et donc, nous, on a du fine-tuning à faire et on a de la conversion d'instructions du langage humain qu'on peut renvoyer vers des instructions, mais que vous connaissez. C'est juste qu'aujourd'hui, vous les faites avec une souris. Ce que je viens de dire, aller dans la vue tâche, vous le faites avec la souris, remplir la colonne avec le prénom Bruno pour avoir les trucs de Bruno, vous savez le faire, mettre la date d'aujourd'hui. Tout ça, ça peut paraître un peu science-fiction, mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est juste que ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on arrive bien à le mettre en œuvre, on a décidé de l'appeler Alex. Hein. Donc, nous, on aura un petit assistant qui s'appelle Alex à l'intérieur de Ximi et on pourra lui parler et il nous fera un certain nombre de choses. Ok. Une autre question? Moi, j'en avais une, c'est sur comment engager en fait les collaborateurs, enfin tout le personnel dans cette transformation que va amener l'IA. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que ça veut dire derrière des programmes de formation, de l'accompagnement, est-ce que c'est voilà des choses un peu lourdes à mettre en place ou pas? Euh, Moi, la première des choses que je recommande, c'est de démystifier le sujet et surtout de déculpabiliser. Parce que d'abord, on s'en rend rarement compte, mais souvent quand on introduit des sujets de productivité, la première réaction, c'est d'être contre. Et pourquoi? Parce que du coup, mon job va disparaître. Voilà. Donc, c'est paraît totalement logique, mais donc, mais c'est comme quand il y a des années, la télégestion avait été introduite. Si la télégestion, elle est introduite en mode je te fais, je te flique, hein, je vais te fliquer. Grâce à ça, je vais pouvoir savoir à tout instant où tu es et en fait, je sais que tu me mens et je vais pouvoir te prouver que tu me mens. C'est pas très vertueux, quoi. Si par contre on arrive dans une logique où globalement, grâce à cet outil, tu vas gagner du temps, tu vas être plus efficace, et puis moi je serai en capacité de te payer en début de mois et non pas au 15 du mois parce que j'aurai toutes les feuilles d'heure en temps et en heure. Voilà, si on arrive à rendre la chose plus vertueuse, on a de bien meilleurs résultats. Sur l'IA, c'est pareil. Moi, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point quand je suis arrivé autour des chez Xelia, il y a une quarantaine de développeurs. Quand on a fait le point avec les développeurs et qu'au début de la réunion, j'ai dit bon alors, qui utilise l'IA? J'entendais que les mouches. Hein. Personne osait dire qu'ils utilisaient l'IA. D'abord, c'est comme un petit peu un aveu de faiblesse en disant ben non, mais moi je suis suffisamment bon développeur, je n'ai pas besoin d'une IA pour développer. Je suis d'accord, mais bon, tu peux être super bon matheux, je veux dire, Excel est quand même génial, quoi. Donc globalement, il faut démystifier un peu la chose. Et à la fin de la réunion, en fait, tout le monde avait reconnu avoir déjà utilisé l'IA. Mais au début, ça faisait peur, et puis on s'est dit, je vais être jugé si je le dis, etc., etc. Donc il faut déjà un peu démystifier. Et à partir du moment où on démystifie, et la meilleure façon dans une organisation, en fait, d'introduire une habitude, c'est quand même de prendre un ou deux cas d'usage, pas plus, sur lequel on peut avoir des effets tout de suite. Moi, je vous ai donné un cas d'usage tout à l'heure, c'est la rédaction de compte rendu. C'était un cas d'usage, mais ça a parlé à tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde avait ce besoin-là. Et ils voyaient bien qu'on y passait du temps, étaient hyper frustrés, parce qu'un compte rendu sur deux, on ne sait jamais qui doit faire quoi à la fin et pour quand. C'est jamais écrit. Donc en fait, on se revoit la semaine d'après, on en est à peu près au même point que la semaine d'avant. Rassurez-vous, hein, c'est partout dans les mêmes organisations, c'est pareil. Hein. Donc à partir du moment où on commence à avoir un compte rendu un petit peu structuré et que on a bien systématisé le process et que c'est pas trop lourd parce qu'on a mis un outil qui permet de le faire, en fait ça passe tout seul. Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'in fine, le problème quand je prends ton exemple de compte rendu, c'est pas l'outil ou pas l'outil, c'est juste former les gens à faire un compte rendu et ce qu'on attend d'un compte rendu. Typiquement, quand tu dis on ne sait pas qui peut faire quoi, un compte rendu, ça peut être 4 lignes avec un relevé de décision, Henri, faire le planning pour le temps, et puis il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ouais, c'est vrai, mais c'était pas fait ou pas Mais systématiquement fait. Et là, quand tu fais appel à une IA qui te déploie ça,
Bah, c'est génial parce que c'est toujours formulé de la même manière, toujours architecturé de la même manière. Et puis, ce qui est génial avec les IA, si tu veux, un des cas pratiques, pourquoi j'ai voulu aussi donner une licence, un des cas pratiques qu'il y a dans un outil comme Copilot, par exemple, c'est que à la fin, 10 dernières minutes avant la fin de réunion, tu as un petit prompt qui apparaît et qui te dit on arrive aux 10 dernières minutes, est-ce que je peux vous aider? Et là, il te propose des petites questions toutes simples auxquelles tu n'aurais même pas pensé, mais tu as une question qui dit voulez-vous que je vous dise les décisions qui n'ont pas été prises? Génial ça. Tu appuies sur le Je bouton, connais quelles pas sont les... ça. Ah ben ça c'est génial. Non mais t'imagines, l'IA analyse tout ce qui s'est dit depuis le début. Il dit on a tourné autour du pot sur tel sujet pendant je sais pas combien de temps, mais moi je ressens pas qu'une décision a été prise. Donc ça, c'est l'outil Copilot qui, Copilot, avec ma licence intégré à Microsoft. Teams. Exactement. Mm. Ah, ça c'est un cas d'usage. D'accord. Bah, écoute, j'étais sceptique sur les comptes rendus pour l'instant, mais peut-être que je vais essayer celui-là. Est-ce que tu as d'autres outils personnels que tu utilises à part le fait Chat, de... ChatGPT Copilot. Ouais. Moi, Et en... ChatGPT, c'est vraiment Copilot, c'est par rapport à ma production, ce qui se passe dans Teams. Globalement, ce qui se passe dans Teams, tu ne pourras pas fermer de Copilot, c'est complètement intégré, c'est parfait. Si tu as mis Teams au centre de ton organisation, c'est vraiment hyper efficace. Par contre, pour réfléchir, penser, être voilà, un petit peu proactif, très clairement, il y a, de mon point de vue, quand même une grosse différence entre un ChatGPT gratuit et un ChatGPT payant. Vraiment une grosse différence. Donc, à 25 $ par mois, je pense que ça les vaut largement. Donc moi, je les prends. Et à 25 $ par mois, si tu veux, j'ai globalement un vrai assistant, quoi. Quelqu'un avec qui, encore une fois, je peux cruncher, réfléchir, dialoguer. En fait, c'est un peu comme, tu sais, c'était vachement inspirant d'écouter des podcasts. C'est vrai? Hmm, Ce qui est hyper pénible, j'allais dire un autre mot, hyper pénible avec un podcast, c'est que tu peux pas poser de questions. Or, tu as envie parfois de c'est une gratter. autre façon d'apprendre parce que Ouais. tu peux pas poser des questions sur des choses que tu connais pas. Ouais, mais toi comme moi, j'imagine quand tu entends quelqu'un parler, tout d'un coup, ça t'évoque quelque chose et tu aimerais lui poser une question s'il était en face de toi. Tu lui poserais cette question. Voilà, bah là, tu peux gratter, tu peux mettre en cohérence. Voilà. Et donc, pour moi, c'est absolument passionnant. Alors, je vois Mistral qui est arrivé dans la conversation, c'est un petit peu moins cher, mais évidemment, ayant envie de pouvoir mettre en avant les solutions françaises, je me suis précipité sur Mistral, mais je suis très honnête, c'est moins performant. Voilà. Par rapport à mon usage, c'est nettement moins performant. Donc j'ai laissé tomber Oui. Mistral. Je l'ai Mhm. utilisé pour les modèles qu'on peut utiliser chez nous, pour notre R&D, mais dans mon usage, le chat, il est tout mignon, le chat, mais le chat de Mistral n'est pas du tout aussi performant qu'un chat GPT. Il apprend. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Nicolas, tu Oui. nous annonces la suite? Alors moi, ouais, alors avant d'annoncer la suite, j'avais quand même une autre question. C'était, Henri, là, tu vois, on avait abordé, comme l'a dit Alain, on avait abordé la question de l'IA il y a un an aux assises. Bon, voilà, clairement, on en était tout au début, on savait que ça allait arriver, on ne savait pas trop comment ça allait se mettre en place. Je pense que ces auditions nous permettent d'y voir un peu plus clair, en tout cas, et de voir déjà des cas d'usage très concrets. Comment la fédération peut accompagner ce mouvement? Est-ce que toi, voilà, comment la fédération pourrait, en plus, voilà, il y a certainement une suite à donner. Est-ce que tu as des idées sur ce qu'on pourrait faire, nous, au niveau de fédération, sur cette question-là? Merci, parce que je la pose tout le temps et j'ai oublié. Eh ben, je reviendrai sur la même réponse que j'ai faite tout à l'heure, mais appliquée à vous, c'est définir des cas d'usage et mettre des cas pratiques et des solutions et des choses qui font partie du quotidien de vos adhérents en musique. Voilà. Donc, le quotidien d'un adhérent, c'est de faire ci, ça, ci, ça, ci, ça. Comment est-ce que l'IA peut intervenir? Et c'est un peu dans le livre blanc, voilà, une approche très pratique des choses. Voilà. Où est-ce que je passe du temps aujourd'hui? Où est-ce que je pourrais améliorer en faisant ci et ci et ça? Voilà, moi, ça serait ça, Marocco. Bon, Ok. alors du coup, ça, on a commencé par les comptes rendus, donc c'est pas, on y est. Non, non, mais ok. Et puis il y Mais a la gestion de l'information, puisqu'il y a beaucoup d'informations descendantes de la fédération, ça pourrait être effectivement être un moyen de mieux gérer l'information. alors, Ouais. effectivement, je te coupe, Nicolas, mais le compte-rendu est effectivement sera fait avec l'IA qui Ouais. restructure ta conversation en remettant les questions et, dans l'ordre et les réponses dans l'ordre, sans Ouais. déformer tes propos. Ouais, mais non, c'est ultra puissant.
Et on le voit bien, hein, c'est la façon la plus facile d'amener l'IA à nous, c'est globalement là où l'IA a extrêmement progressé dans ces dernières années, c'est l'interprétation du langage humain et ce qu'on peut en faire. C'est là où ça a été extrêmement puissant. Mais voilà, il y a d'autres cas auxquels on ne pense pas en donnant des choses un petit peu plus complexes. Encore une fois, le cas pratique que j'ai pu donner tout à l'heure, donner une grille d'évaluation à manger à une IA pour qu'il me sorte un PPA, tu vois, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient pensé naturellement, alors qu'en fait, ça vaut le coup d'être testé, et même si ce n'est pas parfait, ça te donne déjà une base de départ qui te fait aller plus vite. Avant que ça soit intégré complètement dans Ximi, ce qui est en train d'arriver. Mais c'est des cas pratiques qui peuvent quand même déjà être mis en œuvre. Non, non, mais moi j'aime bien tes cas pratiques. Par rapport à d'autres choses que j'ai entendues qui m'ont expliqué que les évaluations à pas, par exemple, seraient faites 100% par une IA ou des choses comme ça. Tu es plus dans le lien humain, donc c'est intéressant. Ça, c'est sûr, oui. Mais ça ne devrait pas te surprendre normalement maintenant. Non, non, mais Nicolas, Oui, donc là, on aura la prochaine, c'est le vendredi 25. Alors, donc je ne me trompe pas, donc c'est bien ça, vendredi 25. Prochaine audition avec Valentin Maes, qui est un cofondateur d'une boîte de conseil qui s'appelle STK Data et qui travaille avec BPI France, donc qui nous a été recommandé par BPI France, qui a accompagné des entreprises de services à la personne dans l'adaptation de l'IA au sein de leur organisation. Donc, on le recevra donc vendredi 25 à partir de 16 heures. Est-ce que c'est j'ai clair, la même monsieur? chose dans mon agenda, donc pour le coup, c'est clair. Voilà. Et on aura ensuite une prochaine, la troisième, enfin une autre audition. Donc je reprends avec, eh bien, avec Michel Monin, le DG Arche MC2, donc qui nous fera aussi, voilà, qui nous donnera sa vision des choses de son côté, euh, évidemment un éditeur de logiciels. Bah, super. Bah, écoutez, on clôture là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand Merci à plaisir. toutes Merci et de à m'avoir tous. invité. Merci à tous. Merci beaucoup. Nicolas mettra je ne vais pas dire le podcast, mais l'enregistrement sur le site de la FES, je crois. Puis nous, après, on fera des comptes rendus, on fera un livre blanc et on vous renverra tout ça. Et Voilà, donc notamment aussi aux participants.